ces acteurs sociosportifs, pionniers du sociosport, et qui nous ont permis aussi, nous, tout simplement, de monter en compétence, que ce soit la LECA, que ce soit aussi des équipes opérationnelles, et donc vraiment aussi la question du partenaire et des structures présentes. Donc là, bien sûr, Impact Social par le sport, c'est une de ses missions, c'est de pouvoir essaimer des outils qui permettent de mieux évaluer. Ça, c'est vraiment s'en appuyer. Nous, ça nous a permis de grandir et de pouvoir, on va dire, affiner notre mesure d'impact. Enfin, et ce qui fait aussi quand même, je crois, qu'on passe dans une mesure d'impact aussi professionnelle, c'est qu'effectivement, d'un point de vue un peu stratégique, mais plus dans le cadre du recrutement, c'était que nous, alors autant dans les recrutements, tout simplement, c'est de prendre en compte ça dans les recrutements. Quand on recrute un éducateur ou une éducatrice socio-sportive, c'est de connaître aussi ses capacités en termes de mesure, ses capacités de compréhension, éventuellement, si elle avait été dans un ESAT avant où elle faisait des pratiques socio-sportives, comment elle mesurait ça, comment elle travaillait avec les partenaires type assistante sociale ou en tout cas ceux qui sont dans la mesure et ces acteurs sociaux qui ont beaucoup plus l'habitude de mesurer. Donc, c'était faire attention dans notre reculement, d'essayer déjà de pouvoir recruter aussi des profils qui avaient ces compétences-là. Et puis, s'ils ne l'ont pas, de pouvoir, quand on l'intègre au sein au sein de notre structure, de pouvoir faire passer des formations qui permettaient euh, de pouvoir acquérir ces compétences-là, parce que rien de pire qu'effectivement, sur des personnes qui sont très, très terrain, alors rajouter souvent du travail d'évaluation, tu sais, si c'est pas nécessairement dans nos prérogatives, ou en tout cas, c'était pas trop entendu au début, on peut avoir des formes un peu de tension, ou en tout cas, c'est des choses qui peuvent être source un peu en tout cas, des sujets, en tout cas, de désaccord. Et donc, si c'est des personnes qui sont, voilà, dès le début de leur prise de poste, ils ont intégré ces outils-là ou potentiellement sur des formations en intégration, c'est vraiment pertinent. Et puis, tout simplement aussi, c'était de recruter, nous, des acteurs qui viennent plus du monde social. Alors, d'abord parce que ça répond à un besoin social et qui était, nous, sur notre territoire, et pour aussi proposer des accompagnements pour les publics en fragilité qui allaient plus loin, et donc, du coup, avec des alliances entre l'éducateur socio-sportif et par exemple une assistante sociale. Ça répond d'abord à un besoin du public et parce qu'on voulait aller vers ça, mais aussi parce que ces personnes-là, elles arrivent aussi avec des compétences, elles arrivent avec des lectures, une vision professionnelle qui est différente que ceux qui viennent potentiellement du sport, et donc qui nous apportent aussi plein d'outils et de manières de pouvoir évaluer et mesurer. Et puis enfin, là, c'est ce qu'on a fait un peu plus récemment, c'était recruter, alors plus sur des formes de stage ou fonctionnement de stage long, sur des universitaires qui sont effectivement ou spécialistes de la formation professionnelle ou spécialistes effectivement de la mesure d'impact sur ces sujets-là et qui, du coup, viennent aussi, alors déjà avec des visions en plus qui sont intéressantes parce qu'elles sont souvent hors du champ du sport. Donc nous, c'est des visions assez nouvelles qui posent un regard scientifique et en même temps avec plein d'outils et du coup qui vont être beaucoup plus curieux et qui vont aller chercher ce que disait effectivement Monsieur Nuland, c'était de dire, bon, réellement, c'est quoi la cause, en fin de compte, la cause à effet, et d'aller pousser réellement avec des outils qui sont là pour le coup vraiment pertinents et qui nous amène encore mieux à mesurer encore mieux notre impact. Mais de façon, voilà, c'est en tout cas ces trois actions-là qu'on mène, donc cette idée voilà, de comptabiliser, cette idée effectivement de s'aligner avec nos partenaires et de monter en compétence avec eux, et ça, et effectivement de, euh, de recruter au mieux pour pouvoir avoir à son sein ces compétences-là qui permettent de mieux mesurer. Et puis après, pour la question du financeur et tout, nous, une des pratiques qu'on a quand même eu beaucoup à faire, et je terminerai là-dessus, et surtout sur les premiers balbutiements, en tout cas, de nos actions, et s'il y a des acteurs plutôt sportifs qui veulent se mettre sur ce, c'est de faire venir vos financeurs sur les actions et qu'ils puissent échanger avec le public. Et nous, ça a été vraiment quelque chose qui a été assez important, parce que des fois, je peux quand même du temps qu'ils ont à donner à la lecture
de nos évaluations et tout, et la question vraiment de le palper, de le voir, de ressentir et d'échanger avec le public, ça reste pour moi, même si là je pense qu'on sort un peu de tout cadre purement scientifique et en tout cas et ben ça reste quand même un bon moyen pour que ces personnages ressentent aussi ce que ces publics sont en train de vivre. Et voilà, en tout cas, nous, ça a été aussi une des manières, mais plus dans la notion de valorisation de ce qu'on fait. Et voilà un peu de la mesure d'impact au sein des tours sport. Merci beaucoup, Yosi. Donc, on va terminer les cas concrets avec une illustration de l'association Rebond. Donc, je repasse la parole à Sanoussi et je vais zoomer. Voilà, les documents. Oui, merci. Alors, je vais rapidement vous présenter un document qu'on a appelé Facilitation graphique, qu'on a présenté pour les 20 ans de l'association. C'est dire si c'est important. On l'a présenté à nos membres et à nos partenaires. Deux évaluations, une mesure d'impact social. La première évaluation, elle porte sur un projet qui s'appelle le projet Insertion Rugby, qui commence dans les écoles REP, REP+. On va utiliser le rugby pour atteindre des objectifs éducatifs. Et vous voyez que finalement, les objectifs de l'évaluation, c'est connaître et objectiver les effets de la pratique, disposer d'indicateurs et s'interroger sur nos pratiques et nos postures professionnelles. Un volume, 302 enseignants qui correspondent à 39% des réponses, c'est beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a plus de 1000 enseignants qui ont été interrogés, 98% disent être satisfaits. Morgane, si vous pouvez descendre la diapo, s'il vous plaît. Ce qui me paraît très important, c'est qu'en fait, et pour moi ça correspond aux définitions du sociosport, on a évalué des comportements sur le terrain, un espace-temps qu'est le terrain, et ça, c'est les éducateurs sociosportifs maîtrisent, on est dans le face-à-face pédagogique, c'est facile, il se passe plein de choses, mais la question a été posée tout à l'heure, comment opérer le transfert de ces bons comportements sur le terrain à d'autres espaces-temps de la vie, et notamment là à l'école, mais on pourra interroger sur l'espace public, la famille. Et vous voyez ces deux catégories, elles sont importantes. Donc sur le terrain, évidemment, on a co-construit ce que je vous disais tout à l'heure, comment on évalue la montée en compétences rugby, c'est la base, ils apprennent un sport, mais surtout comment on évalue le fair play et la coopération. Mais parallèlement, les enseignants nous disent, et on les a interrogés sur d'autres temps à l'école, et ils nous disent que le niveau d'écoute en classe a évolué de manière significative, que le niveau d'application des consignes a évolué, que le comportement général des élèves a évolué, en dehors de la pratique sportive. Donc ça, c'est un premier élément qui me paraît super important. Et on peut passer à la slide suivante. Le deuxième aspect de ce projet Insertion Rugby, c'est on n'est plus dans le face-à-face pédagogique, on est dans l'accompagnement social des jeunes et de leurs familles. Et là, on a mené 15 entretiens qualitatifs. Alors, pour mesurer l'impact du suivi social de rebond. Et on a dû créer un certain nombre d'indicateurs qu'on a répartis en 4 thématiques. Première thématique, favoriser l'autonomie. Deuxième thématique, favoriser le bien-être psychologique. Troisième, favoriser le bien-être physique. Et enfin, favoriser le bien-être social. Et là, on a interrogé donc 33 indicateurs qui ont fait l'objet d'entretiens individuels et ou collectifs. Et on voit bien que les effets que ça génère sur le document qui vous est présenté. Alors, si vous descendez un peu, Morgane, s'il vous plaît, on verra qu'il y a aussi des petits verbatims qui viennent illustrer tout ça. Mais on note notamment que les jeunes suivis reconnaissent une plus-value du suivi sur leur autonomie, un lien de confiance qui est tissé, et ils voient Rebond comme une ressource. Ça améliore l'image qu'ils ont d'eux-mêmes et ça favorise leur ouverture aux autres et leur capacité à gérer leurs émotions. Et enfin, ils reconnaissent notre structure comme un vecteur de valeur et relie relations à autrui, notamment qui facilite les relations à autrui. Ça, c'est la première évaluation. Deuxième évaluation, ce sera la slide suivante, elle est jaune. On est sur un dispositif qui s'appelle l'essai au féminin. Les gamins, les gamines notamment qui sont rencontrés en temps scolaire, on a jugé utile de sortir de la mixité pour aller dans un espace de non-mixité en temps périscolaire. Et on s'est beaucoup interrogé sur les effets de cet temps en non-mixité. On s'est rendu compte finalement que la non-mixité nous permettait de mieux revenir vers la mixité. Notamment l'enquête menée auprès des jeunes et de leurs familles, on s'est rendu compte que les parents soutiennent la participation de leur fille. Je vous rappelle que c'est la pratique du rugby, hein, c'est pas gagné à la base. Et puis que la plupart des filles sont orientées, prescrites par le biais de leurs propres enseignants rencontrés en classe. Les effets, les filles, le fait de l'entre-soi féminin permet de se sentir à l'aise et de s'épanouir, de se réapproprier l'espace public, de se sentir soutenu dans un environnement spécifique. Euh, de constituer un groupe de pairs qui vont augmenter la confiance en elles et qui vont permettre, in fine, l'évolution des filles dans un environnement mixte, en l'occurrence dans un club. On s'est rendu compte, à travers l'évaluation, que ces jeunes filles avaient développé des aptitudes, aptitudes sportives, bien entendu, elles se sentent plus performantes,
aptitude liée à l'estime de soi, et puis aptitude sociale, notamment dans la capacité à occuper l'espace public et à devenir moteur d'engagement pour leur pairs. Voilà. Enfin, l'évaluation a permis de mettre en évidence 3 points principaux: la diversité des profils des jeunes filles participantes, l'impact positif de la non-mixité et l'importance du lien entre Rebond et les institutions scolaires pour investir ce temps périscolaire. Voilà. 2 évaluations qui ont été menées en interne. On a un chargé de mission évaluation. On a la chance d'avoir une vice-présidente de l'association Rebond qui est sociologue à la retraite, spécialiste de l'évaluation. Et autant vous dire qu'elle a agité un peu nos salariés et nos bénévoles qui ont participé de manière très active à cette évaluation qui a fait monter tout le monde en compétences. La dernière des évaluations n'en est pas une, c'est une mesure d'impact social au sens strict du terme, menée par un laboratoire de recherche, en l'occurrence le laboratoire Sherpa, qui est basé sur l'île Arras, avec Loïc Salé et Nicolas Pénin, enseignants-chercheurs en sociologie du sport. Et je dis mesure d'impact social parce que se sont intéressés aux effets des dispositifs rebonds sur les publics, sur les territoires et sur les écosystèmes d'acteurs, et voire même en interne. Ils ont pris 2 ans. De mon point de vue, en tout cas, c'est une mesure d'impact social. Et alors, c'est un peu plus complexe, mais ils ont essayé de mettre en exergue, finalement, les effets des actions de rebond auprès des bénéficiaires de l'association. On a fait un focus là-dessus, hein. Et ils ont utilisé des notions un peu complexes, mais avec lesquelles les sociologues sont plutôt à l'aise, sur les questions de conditionnalité, c'est-à-dire ce qu'a expliqué très bien François Leyon tout à l'heure, c'est-à-dire que, voilà, quelles sont les conditions pour générer un impact social, et puis ils se sont intéressés aux dispositions de ces publics-là et aux effets de socialisation. Ils ont mis en avant 2 typologies d'effets: des effets de socialisation aux dispositions sous conditions, donc, et puis la fabrique du lien social, puisque finalement les actions génèrent ça à l'échelle d'un territoire. Je vais vous épargner les présentations trop complexes, mais on est vraiment sur un travail d'accompagnement qui permet de construire, de modifier les représentations, de développer des dispositions intégratrices. On parle beaucoup d'intégration, d'insertion, d'inclusion. Ben, ce sont des dispositions qu'on développe, des capacités A, et puis des dispositions émancipatrices, notamment pour les jeunes filles, hein, notamment en termes d'empowerment. Et puis, sur la fabrique du lien social, ça, ce qui a été mis en avant, c'est la fabrique de liens d'amitié, la forge de liens durables et puis le renforcement des liens familiaux. Tout ça, les éléments de conditionnalité s'inscrivent dans un processus qui passe nécessairement par un processus au long cours. Et là, j'insiste lourdement, on ne va pas générer de l'impact social durable parce qu'on a fait 2 heures de séance de sport avec des gamins. C'est pas vrai, en fait. C'est pas vrai. Ça suppose d'investir d'autres espaces-temps, comme je l'ai dit précédemment, et d'avoir des processus d'itération et de récurrence, finalement. Ça suppose des références stables. Ça a été évoqué par les autres intervenants précédemment. Un éducateur socio-sportif, s'il change tous les 4 matins, ben, ça ne permet pas la notion de référence. Ça suppose aussi un suivi global qui ne soit pas uniquement centré sur la pratique sportive ou les effets éducatifs ou les effets sanitaires. On sait que les fragilités sont souvent multiples et accompagner globalement les publics, c'est prendre en compte les différentes dimensions de la personne. Voilà, sanitaire, logement, éducation, etc. Et puis ça suppose aussi un travail souple, c'est-à-dire qu'en fait, on a une feuille de route, on a une fiche mission, on a un projet, mais souvent on est dévié parce que la réalité du terrain nous oblige à modifier tout ça. Je finis, pardon, je vais un peu vite, excusez-moi, mais je finis simplement mon propos pour vous dire que 2 points qui me semblent essentiels. Nous, on a internalisé la logique d'évaluation, vous l'avez compris, dans toutes les activités de rebond. On s'est budgété dans chacune de nos actions. Et maintenant, on arrive à solliciter des partenaires. Ça sera peut-être la transition avec l'intervention suivante, mais il y a de plus en plus de partenaires qui ont un intérêt particulier pour cette évaluation parce qu'elle permet de s'assurer que finalement les effets annoncés sont véritablement générés. Donc, il y a des leviers économiques. Deuxièmement, il y a des ressources internes. On a des personnes qui sont référentes parmi les bénévoles, les salariés, et on n'a pas peur d'aller chercher des ressources externes, là en l'occurrence des labos de recherche. Et puis je ne peux pas vous présenter tout ça de manière magnifique sans vous dire qu'il y a des limites à l'évaluation, notamment sur les évaluations internes. Quand on interroge les bénéficiaires de nos actions, il faut surtout prendre en compte le biais euh, qui est engendré par le fait que ben, un jeune, il est mineur, il a envie de faire plaisir peut-être à son éducateur socio-sportif ou à son collègue de l'association Rebond qui va venir l'interroger et qu'il n'a pas forcément le recul nécessaire. Ça, c'est quand même très important de le dire. Donc les évaluations disent beaucoup de choses, mais parfois on n'est pas toujours très proche de la vérité. Il y a des éléments de contexte qui jouent énormément là-dessus. Et il faut quand même prendre les résultats qui sont annoncés avec des pincettes. Donc rien ne sera jamais parfait. Pour autant, vous aurez compris qu'en ce qui nous concerne, c'est un outil qui est absolument essentiel en interne et en externe.
Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Sanoussi. On va accueillir notre dernière intervenante qui va nous présenter son point de vue financeur. Donc, c'est Aurélie Robin qui est responsable mécénat de la Fondation Société Générale. Bonjour, bonsoir à tous. Du coup, à moi la lourde tâche de conclure. Merci du coup à tous les acteurs de terrain pour toutes ces présentations hyper qualitative, je trouve, moi, d'un point de vue financeur. Deux mots déjà pour représenter la Fondation Société Générale. Donc, du coup, c'est un nouveau mandat qui a été du coup initié en 2024 avec un montant, vous voyez, de 11 millions d'euros par an sur 3 domaines d'action. Donc, l'éducation, la culture et l'environnement, avec une majeure sur l'éducation et notamment sur l'éducation, un champ d'application dédié maintenant depuis 2021 sur l'éducation et l'insertion par le sport ou la pratique culturelle. Un mécénat qui se veut donc territorial, national et international. Nous, l'équipe de la Fondation est basée à Paris et agit du coup à un budget du coup pour des projets sur la France donc métropole et outre-mer et sur l'international dans des pays sur des projets multi-pays où le groupe est présent via soit des appels à projets soit du sourcing. Sur la première slide, il y avait le lien vers le site de la Fondation, donc je ne vais pas m'étendre parce que c'est pas l'objet aujourd'hui et du coup vous n'hésitez pas à aller sur le site de la Fondation si vous souhaitez avoir plus d'informations. Un focus, et c'est aussi l'objet de ma présence, c'est que du coup, moi, je suis en charge du champ d'application, éducation et insertion professionnelle par le sport, qui nous permet aujourd'hui, nous, donc, d'utiliser, donc, d'être partenaire d'associations qui utilisent le sport comme levier d'éducation et d'insertion, 12 partenaires à ce jour sur la France et le continent africain. Et la volonté également, en plus de ces partenariats donc directs, donc de conventions signées avec des partenaires du secteur socio-sportif, également des actions au niveau du secteur plus globalement. On a bien entendu tout à l'heure l'importance des mesures d'impact, l'importance, on est revenu moins, c'était moins la thématique du jour, mais aussi d'avoir des financements pour ces mesures d'impact et même pour mener ces actions. Et donc, nous, on a à cœur, on est convaincus au niveau de la Fondation Société Générale de cet outil du sport, non pas comme finalité, mais comme moyen d'éducation et d'insertion professionnelle. Et à ce titre, nous essayons d'accompagner des actions au niveau du secteur, donc comme une étude qui a été publiée l'année dernière par le think tank Vers le haut, ou bien également, ce qui était notamment, je crois, mentionné tout à l'heure, mais on a été partenaire aussi du documentaire du sport des solutions et on est également partenaire du lancement de l'Institut Resportiva qui a été lancé en mars dernier par Emmanuel Riva de l'agence Phare et David Blue. Donc ça, c'est le petit focus du coup sur la Fondation, nos actions et le pourquoi et notre positionnement par rapport à la thématique du jour. Alors, ça a été mentionné à plusieurs moments que en tant qu'acteur de terrain, vous avez des financeurs qui vous demandent des comptes, mais vous avez aussi des administrateurs à qui vous rendez des comptes tous les ans. Ben, nous, dans une fondation d'entreprise, c'est un petit peu pareil. Et donc, on a aussi une gouvernance à convaincre que les projets présélectionnés sont les meilleurs projets dans les domaines identifiés. Et derrière, on nous demande aussi de suivre ces partenaires. Donc, c'est notre travail au quotidien une fois que les conventions sont signées. Et donc, c'est mesurer l'impact sur les bénéficiaires, directs ou indirects. On l'a vu dans certains slides précédents. Mais aussi, nous avons à cœur de mesurer l'impact sur les structures que nous accompagnons. Et donc, à ce titre, nous accompagnons le partenariat chez nous commence par un don financier. Donc, il y a un don financier qui est lié à un projet uniquement, puisque nous, les dons sont fléchés. Mais derrière, en fait, on essaye au maximum d'élargir le champ des possibles auprès de nos partenaires avec de la mise en lien,
de l'engagement de collaborateurs au profit d'actions proposées par nos partenaires ou aussi de l'accompagnement et sur différentes thématiques pour à la fois accompagner nos partenaires directement dans leurs projets, mais aussi leur permettre de grandir, de faire grandir leurs actions et leur impact. Donc là, à ce titre, nous avons lancé aussi, parce que demander aux autres de mesurer leur impact, c'est bien, mais on s'est retourné la question à nous-mêmes. Et donc là, nous avons lancé, du coup, avec Kim So, qui est présent via Laura ce soir, mais nous avons lancé à la demande donc, de la direction générale du groupe et du conseil d'administration une mesure d'impact de la fondation. Et donc ça passe par, et on l'a eu tout à l'heure, c'est les mêmes remarques que précédemment, ça passe par la définition d'indicateurs, qu'est-ce qu'on va mesurer, comment on va identifier, mesurer notre impact, du coup, financier et, comme je l'ai dit, autres sur nos différents partenaires. Et donc là, on a initié un travail avec Kim So, dans lequel, et ça c'est revenu aussi, on a invité nos parties prenantes, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de construire une mesure d'impact sur nos actions, juste nous-mêmes, mais on a invité des partenaires, donc on a identifié des partenaires représentatifs de chacune de nos thématiques à participer aux ateliers de construction d'indicateurs avec Kim So. Et ça, c'est revenu et je pense que c'est important aussi les parties prenantes soient intégrées à la réflexion pour que derrière, éventuellement, on l'a vu, il n'y ait pas d'éléments bloquants et qu'on parle aussi un même langage. On a bien vu avec les présentations du début, notamment de François, qu'il y a des aspects de langage importants sur l'impact. Et donc, c'est important qu'on parle aussi le même langage. Je pense que la vulgarisation est importante aussi, puisque nous, on accompagne des associations au quotidien. Selon les thématiques que l'on suit, on connaît leurs actions. On essaye au maximum aussi, et je pense que c'était important, d'aller sur le terrain aussi pour voir les actions. Mais derrière, il faut qu'on soit en capacité d'avoir des études d'impact qui soient intelligibles et qu'on puisse vulgariser aussi, nous, à nos administrateurs à la fin d'un partenariat ou d'une action. Donc ça, nous, c'est important de mesurer cet impact parce qu'effectivement, on doit rendre des comptes. Après, on est conscient aussi, c'est pour ça qu'on essaye de travailler aussi à la mise en lien de partenaires sur des mêmes thématiques, puisqu'on est bien conscient en tant que financeur qu'on vous demande, nous, des éléments et que le cofinanceur va en demander d'autres et que ça complexifie aussi les situations. Donc là, c'est vraiment, nous, essayer de travailler avec vous, de co-construire au maximum pour que ce soit intelligible par tous. D'où l'intérêt aussi, nous, spécifiquement sur la thématique éducation et insertion par le sport. Donc, nous avons créé un collectif il y a 2 ans qui a eu une première journée en présentiel en 2023, en sachant, comme vous l'avez vu rapidement, mais que parmi nos partenaires éducation et insertion professionnelle par le sport, il y a une diversité d'acteurs, donc déjà France et continent africain, mais aussi en termes de taille différente, d'expertise différente, de maturité, aussi sur leurs actions et sur la mesure d'impact. Et nous, on trouvait ça intéressant, justement, d'associer tous ces acteurs, de les faire se rencontrer pour déjà échanger sur leurs pratiques, pour voir éventuellement des sujets complémentaires, voir, et on commence nous à avoir les fruits de ça, des projets qui arrivent aussi en co-construction. Et donc ça, nous, indirectement, c'est aussi des éléments d'impact, puisque nous, en tant que fondation, on va avoir chaque structure partenaire va être en capacité de mesurer ses propres impacts sur les projets qu'elle anime, mais également d'avoir finalement des impacts complémentaires que nous aurons, nous, en tant que bailleurs, peut-être initiés ou tentés du partage d'expériences, de la co-construction de projets. Et donc, c'est à travers ces partages d'expériences, partages de compétences, où nous, on essaye aussi de maximiser les impacts et de démultiplier les impacts que peuvent avoir nos partenaires. Voilà un petit peu, nous, comment, en tant que
bailleurs, du coup, notre vision sur l'impact, en sachant que ce sont des éléments. Donc là, il y a eu pas mal de différentes choses, parce que quand on parle de maturité, entre un objectif effectivement quantitatif de réalisation et être en capacité de mesurer effectivement des effets sur un changement de comportement suite à un programme, c'est pas les mêmes niveaux. Mais nous, c'est vrai que c'est des choses que l'on suit à travers nos partenariats et que l'on mesure donc régulièrement avec nos différents partenaires pour bien évidemment le versement des dotations, et aussi c'est pris en compte effectivement dans des renouvellements potentiels de partenariats. Donc des éléments importants, mais qu'effectivement, je pense que le mot-clé, c'est que ensemble pour faire ensemble pour les actions, c'est bien, mais ensemble pour des mesures d'impact, c'est bien aussi. Et je pense que le panel de ce soir était très représentatif de ce collectif qui me semble clé. Voilà pour moi. J'espère ne pas avoir été trop longue. Merci beaucoup, Aurélie. Donc, on va passer aux questions. Donc, on a eu beaucoup de demandes d'envoi de présentations et d'enregistrements. Donc, on va vous envoyer. Et je ne vois pas de questions. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser maintenant à l'oral ou sur le chat. Ou si vous devez partir, n'hésitez pas à nous faire un mail. On va vous mettre notre adresse mail Merci le sport sur le chat. Morgane, si tu veux bien, moi je veux bien poser une question. J'ai trouvé les interventions de ce soir tout à fait stimulantes, nous permettant de repérer une pluralité de méthodologies d'évaluation quantitative, qualitative, des entretiens collectifs, individuels, des questionnaires, des observations, une pluralité aussi de variables et d'indicateurs qui sont mesurés par les différentes associations ou structures qui nous ont été présentées, des variables macro-sociales, de citoyenneté, de cohésion, d'inclusion, mais aussi des variables individuelles. C'est ça que j'ai trouvé aussi très intéressant, des variables subjectives individuelles, l'estime de soi ou les compétences socio-émotionnelles des élèves, une pluralité de pratiques, et puis, comme on nous a présenté au tout début, comme il nous a été présenté, une pluralité de fonctions et d'enjeux à ces formes d'évaluation. Alors, j'ai une question, hein, je ne m'étends pas parce que vous avez déjà explicité tout cela très bien sans moi. J'ai quand même une question, c'est à celui ou celle des intervenants qui voudra bien y répondre. C'est la place de la démarche participative. Je veux dire par là, s'agissant de la valorisation ou même de la construction de la définition des questions significatives, de la définition des modalités de recueil de données, d'évaluation, de l'interprétation des résultats, voire même sur la restitution des résultats. Je me demande quelle est la place de la démarche participative dans vos différentes méthodes et procédures d'évaluation. Alors, j'ai bien entendu pas mal de choses déjà, hein. J'ai entendu autopositionnement, partage de pratiques, faire ensemble, réflexivité, co-construction, qui est, à mon sens, en tant que sociologue, quelque chose d'essentiel. Peut-être au sens où Bruno Latour parle d'intéressement. Comment construire un espace d'intéressement qui engage l'ensemble des acteurs dans une pratique qui peut sembler a priori comme une pratique évaluative, enfin de jugement en tout cas, ce qu'elle n'est pas du tout, en fait, de jugement des individus, ce qu'elle n'est pas du tout, mais avec ce risque-là. Et du coup, voilà, ma question, c'est quelle place vous faites à la démarche participative dans soit la définition des modalités d'évaluation, soit la restitution des résultats, soit même en amont, la participation en amont, et cette participation des bénéficiaires, que les bénéficiaires soient les éducateurs, par exemple, ou voire même, on peut aller même jusqu'aux jeunes qui pratiquent des activités sportives. Voilà. J'ai été tout à fait intéressée par cette question de la participation, même si j'ai déjà entendu pas mal de choses dans ces exposés. Est-ce qu'un intervenant veut répondre? Je veux bien commencer. Donc, Sanoussi, Association Rebond. Démarche participative, si on se situe sur la première étude que j'ai montrée avec l'éducation nationale, on a vraiment intégré les enseignants dans la construction des questions et dans la définition d'indicateurs. Si c'est faire référence aux bénéficiaires de nos actions, celles et ceux qui sont interrogés, on a quand même
une limite par rapport aux mineurs. Et on n'a pas intégré les mineurs dans la définition des indicateurs, des questions, des modalités d'évaluation. Ça, c'est des choses qu'on est en train de faire par contre avec des majeurs. Dans le cadre d'actions d'insertion socio-pro, on se dit qu'effectivement, c'est intéressant de les associer à la construction des modalités et de la méthodologie d'évaluation en amont, pendant et après. Mais la limite qu'on s'est fixée, nous, c'est la question de l'âge et du libre arbitre et de la capacité des publics à se situer dans la démarche d'évaluation. On part du principe que mineur, c'est pas possible en fait. Voilà. Et c'est vrai que c'est une vraie question. De toute façon, mineur, on ne pourrait pas faire sans l'autorisation des parents. De toute façon, ça, c'est une limite éthique et déontologique. Et ça pose d'autres enjeux parce que c'est plus complexe de faire participer effectivement des mineurs. Ce n'est pas impossible, hein, mais c'est d'autres modalités. Vous avez raison. En tout cas, merci beaucoup de votre réponse. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions à l'oral? N'hésitez pas à nous écrire sur le chat ou par mail. Donc, je m'adresse à Patrick et Shaima, notre équipe. Est-ce que vous avez eu en aparté des questions? Oui, bonsoir. On a eu beaucoup de demandes de liens vidéo auxquels on a répondu, hein, puisque cette réunion est enregistrée. Sinon, il y a deux questions qui étaient intéressantes, mais je vais être bref, puisqu'on est un petit peu hors délai. La première, c'était, faut-il choisir une méthode qualitative ou quantitative? Mais finalement, Laura y a répondu déjà en partie. Donc, je vais passer cette question et vous soumettre la dernière qui est quand même essentielle. Combien coûte finalement une mesure d'impact social pour une petite association? C'est une question qui est posée par une association qui est la Football School Academy et son président Ludovic da Silva. Donc, je pense peut-être que Yosi, s'il est toujours là, peut peut-être répondre à cette question. Oui, qu'est-ce que ça coûte? C'est un peu compliqué à dire. Ce que ça coûte d'abord, vu que nous, on n'a pas investi particulièrement, que ce soit, il n'y a pas de dépenses liées à l'évaluation dans le sens où, en termes de prestations extérieures, nous, on ne s'est pas encore permis cela, mais effectivement, sur le temps plutôt de mise à dispo, enfin de mise à dispo, en tout cas le temps réservé des équipes sur ces questions d'évaluation, nous, on mesure à peu près à entre 30%, à peu près un temps d'évaluation sur le temps. Ça dépend un peu du type de poste, mais entre une assistante sociale, ça peut monter même autour de 40%. Un éducateur sportif, nous, il a à peu près effectivement à 30% de son temps où il va le faire sur la question d'évaluation. Dans la question d'évaluation et la mesure, je prends aussi en compte un peu les questions d'échange de pratiques et tout ça. Mais c'est vraiment avoir ça dans une temporalité. Et souvent, dans les clubs sportifs, l'éducateur, il est effectivement exclusivement sur le terrain. Et donc, c'est de dire comment, à un moment donné, de faire prendre un peu de recul et qu'ils soient en capacité de pouvoir collecter et mesurer. Et du coup, c'est ça pour moi l'enjeu sur ces structures-là. Donc voilà, je dirais en tout cas sur cette évaluation de temps. Et puis après, le reste, c'est du temps bénévole des structures, plutôt du CA sur des appels à projets, sur des créations d'évaluation et tout, où c'est du temps bénévole, ou autrement de la RH un peu, mais sur des temps de stagiaires, des choses comme ça et tout. Ok. Donc voilà, l'idée c'est que ça reste quand même à un coût assez minimum. Ok, je vois. Je vois que Sanoussi opine de la tête. Est-ce que quelqu'un veut compléter cette réponse ou... Je peux compléter d'un point de vue cabinet. Donc, il y a pas de prix fixe hein, pour un cabinet. Ça dépend en fait, du nombre de jours qu'on va passer à réaliser l'étude. Mais pour un quali-quanti, par exemple, ce qu'on avait réalisé pour Sport dans la ville, on était autour des 20 000 euros. Sachant qu'en fait, on a des accompagnements qui peuvent être à prix plus faible, mais on va être plutôt sur de l'accompagnement, aider la structure à se structurer, à définir des indicateurs et qu'elle pilote en fait elle-même sa mesure d'impact. Mais lorsqu'on fait appel à un cabinet pour qu'il conduise complètement en externe, voilà, on est minimum à des tarifs de 15 000 euros et ça peut monter beaucoup plus haut selon la durée de l'étude, selon en fait tout ce qu'on fait. Hein. Plus on va faire d'entretien, plus on va faire passer de questionnaires, plus le coût va être élevé. Donc généralement, en fait, on part du budget défini par le client
pour construire les méthodologies à partir de ça. Sachant que Sport dans la ville n'est pas vraiment l'exemple d'une petite association. Non, Voilà. non, c'est sûr. C'est pour ça que voilà, pour les petites structures, on a plutôt ce qu'on appelle des offres coaching. On va les aider en fait à créer leur questionnaire, par exemple, qui vont pouvoir passer en autonomie. Très Si bien. je me permets, moi, sur le pic, quand nous, on avait des plans d'action et compétences, on avait effectivement, dans l'appel à projet, on était obligé du coup de, de valoriser dans le budget la part effectivement de, de création d'outils d'évaluation qui avait été fait par le cabinet Pluricité. Et je crois que sur un budget de 40 000 euros qu'on avait à peu près à l'année, je crois qu'on était entre 3 000 et 5 000 euros à peu près sur la prestation, en tout cas de, du cabinet qui effectivement était là vraiment pour qui créait vraiment les outils mais qui faisait pas l'accompagnement pratique. Voilà. Ok, merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a une dernière question? Non, ben écoutez, on peut clôturer. Je vous ai mis notre adresse mail dans le chat. N'hésitez pas à nous écrire si une question vous vient par la suite. Et puis, voilà, vous allez recevoir les slides et l'enregistrement. Merci à tous. Merci beaucoup à tous les participants, aux intervenants. Si. Et puis, une belle soirée. Merci à vous. Bonsoir. Merci. Bonne soirée.